Cerno, épisode 34. Né à Fort-de-France, en Martinique, il est confié à sa grand-mère qui tient un restaurant au bord d'une plage. Vous n'avez jamais quitté l'Ensalade ? Jamais. C'était beaucoup plus animé. Et il y avait Maman Jojo. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Coquin. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a eu? Quel est le problème? En fait, compte, il n'était pas celui qui prétendait être. Je me lance dans une enquête. Allô? Les journalistes ne sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Il faut continuer votre chemin. On verra bien où cette histoire me mène. Il faut aller au bout. Trois, deux, un. Le premier habitant de l'Ensalade s'appelait Monsieur Alan. Ah, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça ? Ouais, c'est pourquoi. Il s'appelait Monsieur Alan. Monsieur Alan, c'est le premier propriétaire, le premier vivant de l'Ensalade. Il était plus ou moins dans les hauteurs de Fort-de-France et il est venu habiter ici. Mais disons que ça a changé parce que depuis ils ont construit Ensalade. Mais en Salane, il n'y avait que les familles en Salane qui vivaient. Et puis après, l'État a volé les Martiniquais. Je dis sincèrement, l'État a volé les Martiniquais. Toute la partie en haut, qui part de la mer, arrivée jusque sous la crête en haut, ça appartenait à ma famille. C'est vrai? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'État les a volés, et puis après ils ont vendu ça par partiel à des Canadiens. Et les premiers venus en Martinique des vacances, c'était des Canadiens. L'hôtel en bas, ça appartenait à un Canadien. Tout ça, ça a été vendu aux Canadiens. Ah, il y a beaucoup de Canadiens ici. Ouais, parce qu'avant, il n'y avait pas de Français. La plage était beaucoup plus belle. Les gens venaient de Fort-de-France. C'était beaucoup plus animé. Et il y avait Maman Jojo qui avait une paillote à côté. Et les gens venaient danser. Alors de 6h à 6h du matin, les gens pouvaient... Chez Maman Jojo. Chez Maman Jojo. C'était qui Maman Jojo ? C'était une dame de l'Ensalade. Elle était comment cette dame ? Comment on peut expliquer? Elle était une dame. Elle était aimée par tout le monde. Elle est connue dans le monde entier. Parce que j'ai été à Lille et en Belgique. Quand j'ai dit je suis dans Salane, vous avez connu Maman Jojo, mais si. On a même fait une fête. On a fait une fête pour l'anniversaire de sa mort et les Martiniquais venaient de partout de l'île. On était des centaines pour sa fête. Elle est morte quand ? Dans les années 2000, début des années 2000. 2002 peut-être, ouais. C'était une doudou de la Martinique. C'est quoi une doudou ? C'est ce qui caractérise la doudou, c'est son caractère vraiment créole. Avec l'habit créole, elles sont avenantes, elles sont marrantes, toujours prêtes à sourire. C'est l'ambiance martinique, ça. On dit que Maman Jojo, c'était la grand-mère de Thierry Paulin. Ah, je ne sais pas. Je connais plusieurs de ses petits-enfants, là, et ses enfants. Victor, là, qui tient le restaurant, c'est son fils. Il y avait Vilo, qui est décédé. C'est pour ça qu'il s'appelle les 3V d'ailleurs, le restaurant. Il y avait Victor, Vilo et Viviane. D'accord. Maintenant, il n'y a plus que Victor. Voilà. Oui, on dit que c'était la grand-mère de Thierry Paulin et qu'il vivait ici avec elle. Je ne sais pas. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire ? Non, pas du tout, non. Ou alors peut-être qu'on ne veut pas trop en parler ? Non, mais nous, on venait surtout pour faire la fête et on ne connaissait pas trop les détails des gens. Ouais. Ah zut, Julot est parti. Discuter avec ses amis et il s'est volatilisé. Pour venir de Paris jusqu'à Fort-de-France, c'est 8 heures. Et pour venir de Montréal jusqu'à Fort-de-France, c'est 5 heures. Et maintenant, nous autres, on a acheté il y a 3 ans un appartement. On vient 3 mois l'hiver. Janvier, février et mars. C'est la belle vie ? Oui, c'est la belle vie. On peut le faire parce moi j'ai 67 ans, ma femme aussi. On est à la retraite, comme on dit. On a travaillé fort toute notre vie. On s'est mis de l'argent de côté. Et notre rêve, c'était de pouvoir avoir un petit pied à terre ici en Martinique. Vous avez travaillé fort. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail ? J'étais agriculteur au Canada. C'est ça que j'ai fait
les 25 dernières années de ma vie de travail. C'était une bonne vie? Oui, c'était une belle vie, ça c'était bien. Je voyais du monde, je pouvais parler avec le monde, tout le monde était content. Et qu'est-ce que vous venez chercher ici en Martinique? La chaleur surtout. La chaleur au soleil et la chaleur humaine aussi. Je ne suis pas né au Canada. Je suis né en Belgique. Et je suis parti à l'aventure à l'âge de 23 ans au Canada pour m'acheter une ferme. Ah bon? Que je ne pouvais pas en Belgique, car en Belgique, il n'y en avait pas à vendre. J'ai été voir en France. Il n'y a pas grand-chose de bon à vendre. Les bonnes terres étaient gardées par les Français. S'il y avait à vendre, c'était moins bonne. Et que je suis parti pour le Canada. Vous êtes né en Belgique, à Bruxelles? Non, tout près de Liège. D'accord. Je m'assieds à côté de vous. Ouais. Près de Liège, c'est pas qu'on manquait d'argent. J'habitais à un château en Belgique et on avait les terres autour, mais il y avait beaucoup d'enfants. Mes grands-parents ont eu 12 enfants et mes parents en ont eu 5. Ça fait que tout était morcelé. Donc vous étiez d'une famille aristocratique? Oui, c'est ça. Mais c'était morcelé, ça fait que moi j'ai pris la décision de partir. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Canada. Vous vouliez fuir? Pas fuir, parce que je faisais quand même une belle vie heureuse, mais quand je suis sorti de l'école, je me suis rendu compte que d'avoir une ferme, c'était pas possible pour moi. Alors, j'ai décidé de partir à cause de ça, parce que vraiment, je voulais avoir de la terre. Ça représentait la sécurité et de la puissance aussi un peu. Parce qu'en Europe, les propriétaires de terre, c'est du monde reconnu. Il y a du monde reconnu. C'est-à-dire? Comme dans mon village, bon, il y avait le notaire, il y avait le médecin, puis il y avait le châtelain. Puis la moitié du village travaillait pour nous autres, parce qu'on avait une industrie dans le sucre de betterave, nous autres, et d'alcool aussi, on faisait de l'alcool, qu'on a fermé en 69. On a été racheté par une plus grosse, puis nous autres, on s'est retirés de là, mais on a gardé les terres. Et c'est mon frère aîné qui cultive encore une partie des terres de la famille. Et mes oncles, une autre partie. On s'est partagé comme ça. Vous vouliez partir? Oui. Est-ce que ça représentait le Canada pour vous? L'immensité. Vraiment, l'aventure et la liberté. La liberté. La liberté. Quand tu parles de la Trans-Canada, une route qui part de l'Atlantique et qui va au Pacifique, 6000 km, ça fait. C'est quelque chose, hein? De glace. Et vous vous souvenez du jour où vous avez débarqué au Canada, c'était où? Oui, c'était à Winnipeg, dans les prairies canadiennes. Quand je suis arrivé là, que l'avion a commencé à descendre au-dessus de Winnipeg, je croyais arriver sur une autre planète. Parce que tout le territoire est découpé en carrés de 1,6 km sur 1,6 km. Alors ça fait comme un damier. C'était au mois de septembre, c'était les récoltes. Et vous voyez les tracteurs, les moissonneuses un peu partout, à l'infini, aussi loin qu'on peut voir, parce qu'il n'y avait pas un arbre. Et toute de la plaine là, à perte de vue. Avant, jusque dans les années 1875, c'était plein de bisons, ça. Jusqu'en 1875, là, il n'y avait presque pas de blancs. C'était des Indiens qui chassaient le bison. Il y en a même qui ont été me montrer comment ils faisaient pour chasser le bison. Il y avait les rivières avaient creusé des fois comme des vallées profondes. Ils faisaient une clôture en entonnoir, puis ils poussaient les bisons là-dedans et les bisons ils tombaient. Puis après, quand ils ont installé le chemin de fer, c'est là que les bisons ont été exterminés. Il y en a qui me disaient même qu'il y avait à certains endroits des montagnes d'os et de cornes de bisons. Et vous, quand vous avez débarqué ici, donc vous vous sentiez comment alors? Vous avez toujours un petit sourire là quand vous vous rappelez tout ça? Oui, j'avais 23 ans. Je me suis senti heureux. J'avais un rendez-vous avec un commerçant de ferme qui est venu me chercher à l'aéroport, à Winnipeg.
et qui m'a amené chez lui. Il avait une chambre pour moi. Et les premiers jours, il s'occupait beaucoup de moi, mais surtout, il ne voulait pas me lâcher. Il ne voulait pas que j'aille m'acheter une auto puis aller me promener tout seul. Il voulait me garder pour que j'achète avec lui. Puis au bout d'une semaine, j'ai dit, bon, je vais aller m'acheter une auto. Moi, je voudrais me promener, voir un petit peu ailleurs, parce qu'il me montrait juste une petite région du Manitoba. Bon, finalement, il a bien dû me lâcher, puis j'ai été m'acheter une auto. Puis j'ai rencontré le directeur d'une coopérative dans un village de francophones, parce qu'il y a des villages de francophones encore là-bas. C'est majoritairement anglophone, mais encore des villages de francophones. Grâce à lui, j'ai rencontré le curé du village, qui m'a dit « Tu viendras à la messe le dimanche ». Je dis « Ok, je viendrai ». Après le sermon, il m'a dit « Il y a un jeune Belge ici qui voudrait acheter une terre. S'il y en a qui veulent la vendre. » Et à la sortie de l'église, j'ai senti une main sur mon épaule. Il me fait signe « Viens ». On s'est retiré un petit peu. Il m'a dit « Moi, je voudrais vendre ma ferme. » Fait que je lui dis « Elle est où ?» Elle était entre la Grande Route et le village. Le village était reculé à peu près 1,6 km de la Grande Route. Ben, c'était justement la ferme que je m'étais dit, si c'était à vendre, cette ferme-là, je l'achèterais. Et c'était celle-là. Un vrai miracle. Je l'ai acheté, mais mon grand-père, avant de partir, m'avait dit, cultive pas au début. Travaille pour un autre, achète, loue, si tu veux, mais prends de l'expérience un petit peu là-bas. Ça avait été vraiment une sage idée. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'était l'automne, quand j'ai acheté. L'hiver, il s'en venait. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai regardé quel ouvrage que je pouvais faire. Je pouvais aller travailler dans une mine dans le nord du Manitoba. Là-bas, il fait froid. Tout près de la baie d'Hudson. J'ai été là. J'ai passé l'hiver en dessous de la terre, dans la mine. Je conduisais un petit train en dessous de la mine. C'était pas bien dur. C'était bien payé. On était nourris, logés, tout. Ça fait qu'on ne dépensait pas d'argent. Au printemps, quand le printemps est arrivé, j'avais gagné 4 500 $. C'est beaucoup? Bien, pas mal. En euros, je dirais, ça fera à peu près 3 500 €. Et ça, je te parle en 1976. Fait que j'ai travaillé pour un autre, j'ai pris de l'expérience, puis j'ai vu que le risque était beaucoup plus important qu'en Europe, qu'en Belgique surtout, où le climat est plus doux, plus régulier, les pluies aussi, plus réguliers. Et là, soit que certaines années, on a beaucoup d'eau, ou d'autres années, on n'en a pas du tout. C'est un climat continental. On est à 3000 km de la mer. On est en plein milieu du Canada. Après, vous avez commencé à cultiver? Pas là. J'ai vendu. Au bout de 3 ans, j'ai vendu ma terre. Je me suis dit, je ne ferai pas ma vie là. Je vais aller voir au Québec. Parce que j'avais rencontré des Québécois. Ils m'avaient dit, oh, tu devrais venir au Québec, ça parle français, les filles sont belles, tout ça. Parce que vous étiez seul, vous êtes arrivé seul. Ouais, j'étais seul. C'est courageux quand même. Pour moi, non, c'était pas courageux. C'est ça que je voulais, de l'aventure dans ma vie. J'ai pris mon auto, je suis parti à Montréal, qui était à 2000 km de là. J'ai loué une chambre dans un hôtel, dans une petite ville, pas très loin de Montréal, à peu près à 50 km de Montréal, à Saint-Hyacinthe exactement, s'il y en a qui savent où c'est. En plein centre-ville de Saint-Hyacinthe. Et il traînait un journal dans ma chambre d'hôtel. Je feuilletais le journal. Et dans les petites annonces, il y avait un agent d'immeuble qui annonçait qu'il vendait des fermes. Et que je l'appelle. Il est venu me chercher le lendemain. On s'est promené dans la campagne, il allait me montrer les fermes qu'il avait à vendre. Et le soir, il me dit, tu vas rester à la maison pour souper. Je dis, OK. Et il y avait une de ses filles qui était là. Il avait 6 filles, il y en avait déjà 3 de mariées. Puis il y en avait une de mon âge qui n'était pas encore mariée, puis il y en avait 2 autres encore plus jeunes. Fait que je rencontre sa femme, ses filles, tout ça. Et je lance une invitation parce qu'il y a
2 autres filles du Manitoba, des chanteuses qui participaient à un concours de chant à Montréal. Fait que je lance l'invitation comme ça. Est-ce qu'il y en a qui voudraient venir avec moi au Festival de la chanson, ça s'appelait. Fait, par après, ma femme, donc, mais qui n'était pas encore ma femme à ce moment-là, son père lui donnait comme des coups de pied par au-dessous. Donc il y a une fille qui a retenu votre attention. Ouais. Comment elle était? Elle était belle. Elle avait mon âge, elle était magnifique. Elle avait les cheveux frisés. Et on s'est mariés et on a eu 3 enfants et j'ai 8 petits-enfants maintenant. 4 garçons, 4 filles. Donc vous vous êtes marié avec elle et vous vous êtes installé là-bas? Et j'ai racheté la ferme de son père parce que son père avait une ferme de pommiers, un pommiculteur, c'était au pied d'une montagne. C'était beaucoup de vieux pommiers. J'ai rajeuni le verger, j'avais une pépinière, je greffais des arbres et j'ai planté toute la terre en pommier. En fait, vous avez réalisé votre rêve de devenir agriculteur. Absolument. Mais mon plus grand rêve, là, c'était d'avoir une famille au Canada parce que j'avais perdu la mienne. Elle était loin. Elle était loin. Chez moi, je ne la voyais pas souvent. Fait que je m'étais dit, moi, je vais me recréer une famille. Ben, ma mère qui vit encore, qui a 95 ans, qui reste en Belgique, elle a plus de descendants au Canada qu'en Belgique. C'est une fierté pour vous? Oui, c'est une fierté pour moi, ça. Ouais. Vous êtes un aventurier? Oui, je suis un aventurier. J'ai pas peur, j'ai foncé tout le temps, tu sais. Au début, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'en avais un peu quand même. Et j'ai foncé. Vous êtes un aventurier, vous n'avez pas peur, mais vous êtes quelqu'un de très doux. Oui, c'est vrai. Je suis très doux, peut-être trop doux. Trop? Oui, mais il y en a qui ont profité de moi, de ma bonté, de ma largesse un peu. J'ai déjà prêté de l'argent à du monde, puis ils ne me l'ont pas rendu. Puis j'ai aidé beaucoup de monde au Canada par des conseils. Ils me remercient encore maintenant. D'où vous vient cette douceur? De ma mère. Je ressens beaucoup à ma mère, il paraît. Et j'ai le caractère de ma mère, pas celui de mon père. Mon père est mort l'année avant que je ne parte au Canada. Il est mort à 49 ans. Intoxiqué par les produits qu'on utilisait sur les terres agricoles. Il a développé un cancer. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait partir au Canada. Il y a de ça un peu aussi. Vous appelez comment? Benoît de Grady. On est d'une vieille famille de Belgique. On peut retracer notre lignée là, jusqu'aux croisades. Donc jusqu'aux années 1200. J'ai un de mes ancêtres qui a fait la croisade. Vous qui avez vécu beaucoup de choses, qu'est-ce que c'est la vie pour vous? Moi je dirais, il faut essayer de se la rendre la plus heureuse possible. D'être capable de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, que ça ne nous reste pas dans le cœur. Tu sais. Il faut que ça sorte. Il faut que tu l'oublies. C'est comme ça qu'on est heureux. Vous avez connu Maman Jojo? Non, moi je ne l'ai pas connue. Ma femme, dommage qu'elle n'est pas à côté de moi, probablement qu'elle l'a connue. Dans les années 70. Oui. Bonjour. On va terminer comme ça. On dit bonjour quand on se dit au revoir? C'est exactement. C'est mieux, oui. Bonjour. Bonjour. Il commence à pleuvoir. Donc chez Maman Jojo, en fait c'était ici, ce petit bungalow là. Maintenant ça s'appelle Jojo Beach. Ce sont des bungalows tout confort. Et c'est ici que s'est formé tout ce mystère. Est-ce que je vais réussir à rencontrer Victor, l'oncle de Paulin? Est-ce que je vais pouvoir poser toutes les questions? Il faut que je trouve un plan d'attaque. Je vais aller faire un petit tour. Et je reviendrai. Soit dans la journée, soit dans quelques jours. À suivre.